Alors l'ambition passe souvent pour un signe de grandeur. Un jeune ambitieux, ça inspire confiance. Les médias en raffolent, on leur crédite souvent un grand avenir, on les cite en exemple. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de débats sur ce que le grand public accorde comme valeur morale à cette notion. Si je vous demande si vous préférez que votre fils soit ambitieux ou pas, je sais a priori déjà ce que vous allez me répondre. La réponse elle va de soi, et c'est précisément pour ça qu'on n'interroge jamais l'ambition elle-même, ni sa source, ni ce qu'elle produit chez celui qu'elle habite. Chamfort, lui, pose la question. C'est un moraliste de la fin du XVIIIe siècle qui a écrit un bouquin qui s'appelle Maximes et caractères, que j'ai malheureusement pas avec moi parce que j'ai oublié de le mettre dans ma valise pour partir en vacances. Et il passe sa vie au contact de la cour des rois de France, et notamment Louis XV et Louis XVI. Donc c'est-à-dire au milieu des gens les plus ambitieux du pays, donc à l'époque d'Europe, et donc du monde. Oui, il existe un temps où la France c'était ça. Et donc au sein de cet écosystème, il observe de près et en tire cette citation, que du coup je ne pourrais pas vous lire directement depuis le bouquin. L'ambition prend plus aisément aux petites âmes qu'aux grandes, comme le feu prend plus aisément à la paille des chaumières qu'au palais. Alors ça pique un peu à entendre, hein, et surtout quand on est entrepreneur. Parce que j'ai toujours eu tendance à me ranger moi-même du côté des ambitieux, et je pense que si vous regardez cette vidéo, a priori c'est aussi votre cas. Et Chamfort dit que cette disposition, dont on a plutôt tendance à être fier, est en fait une petitesse. En fait, derrière cette observation, il y a quelque chose d'un peu plus profond, c'est une conception très spécifique de ce qu'est une grande âme, par opposition à une petite âme. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai l'impression que l'ambition dont parle Chamfort, qui est en fait celle du courtisan, et qu'on va détailler un petit peu après, est aujourd'hui devenue notre définition standard de l'ambition. Et que notre époque, quand on y regarde de plus près, n'a plus vraiment l'ambition de créer des grandes âmes. Alors rentrons un peu plus dans le détail sur l'ambition des petites âmes dont parle Chamfort. Évidemment, ce que Chamfort critique, c'est un petit peu plus fin que l'ambition au sens large. En fait, il cible en particulier un type précis d'ambition, c'est celle de la courtisanerie. Le courtisan, ce qu'il souhaite, c'est se faire une place. Il souhaite parfois avoir une pension de la part d'un homme puissant, ou parfois juste obtenir un regard du roi. Et donc il passe ses journées à guetter les signes de faveur ou de disgrâce. Il calcule ses présences, ses silences, ses flatteries, et son ambition a une caractéristique très remarquable, c'est qu'elle ne vise aucune œuvre. Le courtisan, il ne cherche pas à mettre l'attention qu'il aurait obtenue du roi ou de quelqu'un de puissant au service de quelque chose. Il ne veut rien faire. Ce qu'il souhaite, c'est simplement être préféré. Tout son désir est donc indexé naturellement sur le regard des autres, et pas n'importe qui, souvent sur le regard des gens puissants. Et c'est là que se cache la petitesse. Alors si vous avez suivi ma vidéo sur Spinoza, vous savez qu'il l'a défini d'une façon très précise. L'ambition, pour lui, c'est un désir immodéré de gloire. Et le mot important ici, c'est désir. Donc c'est désir au sens de passion, quelque chose qu'on subit. Passion, ça vient du latin patior, qui signifie endurer, souffrir de. L'ambition, en tant que passion, c'est quelque chose que l'âme subit. Et donc l'ambitieux du type dont on parlait avant ne conduit pas sa vie. Il est en fait même conduit par sa passion. Il dépend intégralement d'une chose qu'il ne contrôle pas, c'est l'opinion des autres. Et cette dépendance fait de lui un esclave d'autant plus docile qu'il se croit en pleine ascension. Et l'ambition, elle prend chez lui, pourquoi? Parce qu'elle vient combler un vide. Ne trouvant rien en lui-même qui le tient, il demande au regard des autres de le tenir. Et donc l'ambition de ce type-là, c'est en fait un vice. Et ça a été bien documenté dans le christianisme depuis très longtemps, au moins depuis saint Thomas d'Aquin. Cette soif de gloire est un péché. Et donc notre époque a inventé une version 2.0 de cette ambition. Ça s'appelle le maxing, souvent avec plusieurs X. Looks maxing, gym maxing, money maxing, enfin la logique est toujours la même. Il s'agit d'optimiser chaque partie possible de soi, le visage, le corps, le revenu, tout ça dans le but de maximiser sa valeur perçue. Vous voyez qu'on est en fait presque dans le jargon marketing. Et donc le maxeur ressemble trait pour trait au courtisan. Comme lui, son désir est totalement indexé sur le regard des autres, sauf que la cour a changé d'échelle, et c'est là où ça devient intéressant. Parce que le regard du roi est devenu celui du feed, Instagram, TikTok, etc. Désormais la faveur royale se mesure en KPI, de like, de reach, de partage. Et la disgrâce a un nouveau nom, c'est l'invisibilité. Le courtisan guettait un signe de tête à Versailles, et le maxeur check ses stats au réveil. 2 siècles les séparent, mais la structure du désir reste identique. Un vide intérieur qu'on demande au regard extérieur de remplir. Et c'est là toute la métaphore de la paille. Pourquoi est-ce que le feu prend si bien dans la paille? C'est grâce au vide qu'il contient. Et donc voilà certainement pourquoi Chamfort dit que l'ambition pousse plus facilement chez les petites âmes que chez les grandes. C'est du fait du vide qu'elle comporte en elle-même. Mais reste donc à savoir désormais, qu'est-ce qu'une grande âme? Alors malheureusement, Chamfort ne la définit jamais directement dans Maximes et caractères. Mais sa métaphore contient la réponse. Il suffit juste de l'inverser. J'ai commencé à vous l'expliquer. Pourquoi le feu prend-il à la paille? C'est parce qu'elle est sèche, légère, creuse. Et pourquoi le feu épargne-t-il les palais? C'est parce qu'ils sont denses, bâtis, déjà pleins. La grande âme, chez Chamfort, c'est une âme occupée. Elle contient déjà autre chose, on ne peut donc pas la remplir. Que ce soit une œuvre, des pensées, un attachement réel. Et cette plénitude ne laisse pas du tout de place au combustible. L'ambition ne trouve rien à enflammer parce que l'espace est pris. Et donc là, on retrouve Spinoza. La petite âme est passive parce qu'elle est vacante. Et donc le vide appelle la passion, comme la paille appelle le feu. Mais Chamfort donne aussi un critère un peu plus opératoire, dans un passage du livre dans lequel il parle de ce qui fait le caractère. Il l'aborde de façon très intéressante en disant que le caractère se définit presque toujours comme une capacité de refus. Celui qui n'a pas de caractère n'est pas un homme, c'est une chose. Et surtout, la phrase qui nous éclaire ici, presque tous les hommes sont esclaves
par la raison que les Spartiates donnaient de la servitude des Perses, faute de savoir prononcer la syllabe non. Savoir prononcer ce mot et savoir vivre seul sont les deux seuls moyens de conserver sa liberté et son caractère. N'est-ce pas magnifique? Ça nous permet donc de définir très facilement le critère de la grande âme. C'est celle qui est capable de refuser ce que le monde propose. Et sur ce point d'ailleurs, Chamfort, il l'a payé de sa personne. Il a refusé les pensions, il s'est retiré des salons au moment même où il y triomphait, il a choisi la révolution contre les protecteurs qu'il avait fait vivre, ce qui d'ailleurs s'avéra ne pas être un très bon choix, comme l'indique sa date de décès, 1794. Quand t'as une particule dans ton nom et que tu meurs dans ces eaux-là, souvent on sait qui t'a tué et comment t'es mort. Donc tout ça pour dire que sa biographie illustre parfaitement sa maxime. Il a voulu être un palais que le feu ne prenait pas. Ou du moins, il l'a tenu jusqu'au bout. Et plus récemment, ça permet aussi de comprendre ce qu'il y a de si inspirant chez une figure comme De Gaulle. Sa carrière entière, en fait, tient dans une suite de refus. En juin 1940, alors qu'il vient de devenir général, il refuse une armistice que toute sa hiérarchie accepte, et il le refuse seul, depuis Londres, sans troupes et sans légitimité. Quand on parle de refus courageux, je pense qu'on est bien dans le thème. En janvier 1946, il quitte le pouvoir plutôt que de gouverner dans un régime de parti qu'il désapprouve. En 1969, il démissionne à la suite d'un référendum perdu, alors que rien ne l'y obligeait. Et si le feu de l'ambition courtisane n'a jamais pris sur lui, c'est parce que la place était déjà occupée. Il portait, selon ses propres mots, une certaine idée de la France. Et cette idée n'a pas laissé d'espace au combustible. Donc pour entrer un peu plus dans le détail sur ce que voulait dire Chamfort, il faut remonter un peu plus loin dans le passé. Parce que sa grande âme dont il parle, elle est dans une lignée directe de celle d'Aristote. Ça pour le coup, j'ai le bouquin, je vais aller vous le chercher. Hop, c'est l'éthique à Nicomaque, et notamment une notion en particulier, c'est le mégalopsukos. Alors je suis pas très bon en langues anciennes, vous excuserez ma prononciation. Mais ça veut littéralement dire la grande âme, et plus précisément le magnanime. Être magnanime, dans l'éthique à Nicomaque, ça veut dire se juger digne de grandes choses et en être réellement digne. Les deux. Et donc le magnanime, il se tient en fait au milieu de deux défauts. D'abord, le vaniteux, qui se croit plus digne qu'il ne le vaut vraiment, et de l'autre côté, le pusillanime, qui se croit digne de moins. Et parce que son estime de lui-même repose sur ce qu'il vaut réellement, il entretient un rapport qui est souverain face aux honneurs. Il les accepte quand ils viennent d'hommes sérieux et récompense de vraies actions, tout en méprisant en même temps ceux qui viennent de n'importe qui et pour n'importe quoi. Aristote précise que le magnanime ne demande rien ou presque, et qu'il est incapable de régler sa vie sur celle d'autrui. Le magnanime, c'est l'exact contraire du courtisan. Et donc là, on peut construire une certaine filiation avec ce que dit Chamfort, qui en fait une définition un peu plus négative, du grand homme comme celui qui est capable de refuser ce que le courtisan accepte. Tout ça nous amène à un troisième mouvement. C'est pourquoi est-ce que je vous disais en introduction que notre époque tend à produire de moins en moins de grandes âmes. Eh bien moi, je pense simplement que c'est parce que être une grande âme, en ce moment, c'est pas très bien payé. C'est-à-dire que ce que tu perds en n'étant pas une petite âme au sens de ce qu'on a expliqué dans la première partie, c'est-à-dire l'ambition du courtisan, être un courtisan, c'est une solution qui est matériellement très intéressante. Ce qui du coup, sur cette échelle-là du bénéfice matériel, fait se dévaluer la valeur de la grande âme significativement. Parce que le nom dont parlait Chamfort, donc N-O-N, il avait un prix élevé, mais il avait aussi un public. La société d'Ancien Régime, elle payait la grandeur en statut. La valeur héroïque anoblissait. Et un refus fier était immédiatement lisible aux yeux d'un jury entraîné à le lire. Les pairs d'abord, P-A-I-R-S, et la postérité ensuite. C'est Tocqueville qui décrit ce mécanisme dans De la démocratie en Amérique. Il y a un passage qu'il consacre à l'honneur. Chaque société aristocratique entretient un code qui récompense le courage et le refus de plier. Et ce code meurt avec la classe qui le porte. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi prévu ce qui le remplacerait. Dans une société démocratique, où plus aucun groupe n'a l'autorité d'imposer son code particulier, il ne reste en fait qu'un étalon commun disponible à tous, c'est l'argent. Dans ce contexte-là, le matérialisme est la vertu cardinale par défaut, faute de concurrents. Et cet étalon a une priorité redoutable. Car tout ce qui se convertit en argent conserve une valeur, tandis que tout ce qui résiste à la conversion voit sa valeur tomber à zéro. Et donc c'est là où je veux en venir avec ce que porte la grandeur d'âme, qui est finalement un alignement avec une certaine conception de valeur héroïque. Et bien malheureusement, cet alignement ne se convertit pas en argent. Ce refus, dont la grande âme reproche à la petite âme de ne pas faire preuve, ne rapporte rien du tout, mais son coût est toujours le même. Ce qui est encore plus particulier dans notre époque, c'est que la monnaie dans laquelle la petite âme souhaite être payée, c'est le regard. À ce sujet, il y a des éléments très intéressants dans l'œuvre de l'historien Antoine Lilti, qui a montré que la notion de célébrité est née au XVIIIe siècle, et qu'elle obéit à une logique qui est très différente de celle de la gloire. Parce que la gloire, elle récompense des actes et vise la postérité. La célébrité, elle récompense la visibilité et elle vise le présent. Donc le jury, le regard des autres, a changé en même temps que l'étalon, l'argent. Et donc tout cela nous explique pourquoi il est parfaitement logique, dans notre époque, de passer son temps à optimiser sa propre surface. C'est parce que c'est celle qui paye le mieux. Et alors, j'aimerais quand même vous laisser sur une petite touche d'optimisme, c'est que tout ça a quand même un effet un peu paradoxal, c'est que ça tend à purifier encore plus la grandeur. Et pour ça, il faut revenir un petit siècle avant Chamfort, à La Rochefoucauld, qui est aussi un autre grand moraliste. Et je vous rappelle qu'un moraliste, c'est pas quelqu'un qui fait la morale, c'est quelqu'un qui observe les comportements humains. La Rochefoucauld, il a porté un coup très dur à la notion de vertu, notamment dans une œuvre, qui sont les Maximes, dans lequel il ramène toutes les conduites humaines à l'amour-propre. Ce qui paraît une générosité et souvent une ambition qui néglige les petits intérêts pour en viser des plus grands. Et il y a la phrase qui ouvre le recueil qui donne assez bien le ton, je vais vous la lire. Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. Et donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que tant que la vertu rapportait de l'estime, ce doute de La Rochefoucauld semblait imparable. On pouvait toujours voir dans le refus le plus fier un calcul de plus. Mais dans un monde où le refus ne rapporte en fait plus grand-chose,
le soupçon tombe de lui-même. Celui qui refuse quand même ne peut plus être accusé de chercher son propre intérêt. La grandeur d'âme est mal payée, et c'est précisément pour ça qu'elle est redevenue certaine. Et c'est peut-être là qu'il faut la chercher aujourd'hui, non plus en regardant devant et ce sur quoi l'ambition se porte, mais en regardant ce qui, en nous, refuse de brûler. C'était Théo, à la prochaine.